Bonjour à tous, Anne Xirdakis, j'enseigne à l'école en design pour les premières années qui sont là, qui ne me connaissent pas encore beaucoup. Je suis là pour présenter en fait International Design Expedition to Cambodia, qui est en fait une expérience à laquelle j'ai participé, qui était au mois d'octobre l'année dernière. J'ai passé 6 semaines au Cambodge. International Design Expedition, c'est en fait une association à but non lucratif qui propose à des designers d'aller faire des temps de 6 à 8 semaines dans différents pays et de travailler avec des artisans sur le thème céramique and food. L'idée est donc de s'immerger dans un environnement avec une culture forte et de proposer, de faire des propositions pour faire des objets avec des artisans autour du thème de la nourriture. Cette association est organisée par 4 principales personnes, on va dire. Catherine Ferbos-Nakov, qui est une commissaire d'exposition, Mathilde Bretillo, qui est designer, Gilles Silverman, qui est galeriste, et Pierre Balzan, qui s'occupe du développement économique. Il y a eu déjà 2 expéditions avant celle du Cambodge. Donc, dans les Pouilles, qui est une région du sud de l'Italie, avec Marta Bakowski, Lily Gaiman et Sansan Nasutom, qui sont 3 designers. Donc, à chaque fois, c'est des designers de différentes origines, différents pays. Alors là, je ne sais pas les origines de chacun des participants, mais Sansan est thaïlandais et Martha, je crois qu'elle est polonaise. Merci. Mais elle vit en France depuis très longtemps. Oui. Et donc là, on les voit dans une cuisine avec un cuisinier en train de faire des expérimentations autour de la pâte à pâte, puisque nous sommes en Italie. Et dans l'atelier de céramique, en train de travailler les pièces en céramique, même si les expéditions ont un peu le même format et sont un peu sur le même principe de travail, chaque expédition, selon le pays, prend des formes un peu différentes. Et c'est vrai qu'en Italie, travailler la pâte à pâte et travailler la pâte de céramique, c'est finalement assez proche. Donc il y a eu plein de parallèles entre la question de la cuisine et de la céramique, qui était assez intéressant. Donc on voit là Sansan avec le céramiste. Donc je vous ai mis quelques images des projets qui ont été faits dans les autres pays pour que vous voyez un peu, mais je ne peux pas si bien que ça les commenter parce que je ne les connais pas tant que ça. Voilà quelques carafes ou bouteilles à huile, un vase. Donc Mathilde Bretillo, qui est l'organisatrice, elle prend part en fait à chacune des expéditions elle donne l'énergie commune au groupe, on va dire. Et il y a pas mal de gens de l'organisation qui viennent comme des experts tout au long des opérations, des expéditions. Entre autres, Marc Bretillo, donc, qui est le frère de Mathilde, qui est en fait un grand designer culinaire. Donc, qui a l'habitude beaucoup de travailler avec la nourriture et qui vient accompagner les résidents dans cette expérience. Donc là, le travail de Lily Gaiman sur une carafe qui est peinte d'un motif. Et donc tout ça, c'est après un long séjour dans les Pouilles qu'ils ont pu produire ces objets qui sont pour eux des échos en fait à la culture italienne. Ensuite, ces objets sont développés avec les artisans pour une production et seront ensuite vendus dans différents lieux dans le monde et en France. Donc une deuxième expédition qui a eu lieu en Pologne, avec Emma Ryan qui est irlandaise, Goliath Dièvre qui est français et Zuoki qui est chinois. Donc pas la même ambiance que dans les Pouilles, il fait plus humide. Et voilà différents projets de ces différents résidents. Et donc là, l'expédition dont je peux parler un peu plus, celle à laquelle j'ai participé, donc avec Alicia Patanowska qui est polonaise, Camillo Bernal qui est bolivien et moi-même qui suis française, même si mon nom ne le dit pas.
Et donc nous voilà dans l'atelier de céramique avec tous les artisans de l'atelier. Donc nous sommes au Cambodge. L'atelier est à Siem Reap. Donc Siem Reap, c'est dans le nord du pays. C'est à, je crois, 5 km de Angkor, qui est une cité antique dont on va parler un peu plus bas et qui est un haut lieu archéologique mondial. Donc moi-même, je suis arrivée dans un pays que je connaissais peu, qui était une culture très éloignée de la mienne et qui était assez surprenant pour plein de raisons. Donc on voit au centre le marché central de Phnom Penh, qui est la capitale, qui est un marché art déco. Le Cambodge a été sous protectorat français pendant une longue période et donc il y a une grande influence, entre autres, dans l'architecture. C'est pas des architectes français, hein, la plupart du temps c'est des architectes cambodgiens, mais qui ont donc qui ont été influencés par la culture française. Et on voit tout autour plein d'aliments du marché. Et on voit des aliments qui sont peu communs chez nous, comme la fleur de bananier, plein de types de citrons, ça c'est ce qu'on voit à gauche, des centaines de types de bananes. Et à droite, on voit des haricots kilomètres, qui sont des haricots verts qui font 1 à 2 mètres de long. Et donc, vraiment une culture à découvrir et à appréhender, assez complexe. On mange beaucoup de fleurs. Je vous ai pas mis de photos d'insectes, mais on mange des insectes, même si c'est assez... finalement, j'en ai vu beaucoup sur les marchés pour les touristes. Dans les restaurants, on en voit peu, mais dans les campagnes, à la maison, ça arrive qu'ils mangent des insectes, mais c'est pas si courant que ça, j'ai l'impression. Et donc, des façons aussi de préparer les aliments intéressantes. Donc, vous avez à gauche du riz et des bananes cuites dans des feuilles de bananier. Donc, ça, c'est des petits commerces sur les bords de la route. Et à droite, des bambous dans lesquels sont cuits du riz et des haricots. Donc d'autres éléments du marché, des crabes qui sont liés pour ne pas bouger avec des petits liens bicolores et des poissons séchés. Donc là, il y avait un environnement très graphique qui était assez hypnotisant. Les pâtisseries aussi, très colorées. Et donc quelques plats. Donc là, c'est le Nun Bat Chok, qui est un peu le plat national cambodgien. Donc, qui est une soupe de curry vert dans laquelle il y a des pâtes de riz. Et la panière à côté, ce sont des fleurs et des feuilles qu'on vient parsemer au-dessus de cette soupe. Donc, on va mettre des éléments crus dans des éléments cuits. Et on voit aussi des condiments, piments, citrons et sauce de cacahuètes, et accompagné d'une noix de coco fraîche pour boire tout ça. Ce qui, moi, m'intéressait dans ce plat et les autres que je vais vous citer, c'est qu'il y a un mode de service particulier. Il y a donc un premier bol qui est le contenant principal et des éléments qu'on venait rajouter. Et c'est le même cas pour le praok, qui est une sauce de poisson fermenté dans laquelle on vient tremper des légumes crus, dont l'aubergine. Je n'avais jamais mangé d'aubergine crue, mais ça se mange, et c'est bon. Et un autre plat qui s'appelle l'amok, qui est un plat de poisson qui est cuit dans la feuille de bananier. Et pour tous ces plats, il y a un mode de service qui est souvent en 2 temps. Et donc ça m'intéressait assez, puisque je m'intéresse beaucoup au gestuel autour du service. Donc c'est une des bases sur lesquelles j'ai travaillé. Donc, tout ça est envahi d'une nature assez exubérante, qui est vraiment quelque chose qui aussi envahit notre visuel, on va dire, qui est une grande respiration. Quand j'y suis arrivée, c'était le début de la mousson, donc aussi au niveau de l'appréhension de la température et du bruit. Il y avait tout d'un coup des grandes averses qui occupaient tout l'espace sonore. Donc c'est aussi une des grandes influences dans le travail que j'ai fait là-bas.
Donc là, j'allais vous montrer un lac, mais il faut aussi dire du Cambodge que c'est un pays qui a eu un génocide en intérieur, c'est-à-dire que pendant une quinzaine d'années, en fait, une partie des Cambodgiens ont exterminé l'autre partie des Cambodgiens, entre autres tous les gens qui étaient éduqués ont été exterminés ou se sont enfuis du pays, et il y a un quart du pays qui a disparu comme ça. Donc c'est aussi un pays, et ensuite, il y a eu, avant il y avait une guerre avec d'autres pays à côté, et après il y a eu une autre guerre avec des pays à côté. Oui, Sacha? En fait, les gens qui ont pris le pouvoir, les Khmers rouges, ont décidé que les gens qui étaient éduqués ne pouvaient pas vivre la révolution, donc ils ont décidé qu'il y avait des études. Mais ça allait assez loin. Il y a des gens qui se sont fait exterminer parce qu'ils portaient des lunettes et que c'était la représentation de ce qu'est l'éducation. Donc c'est aussi un pays qui porte ça, et la fin des Khmers rouges, c'est 1990, donc c'est pas si loin que ça. Donc c'est entre 75 et 90 les Khmers rouges, et après il y a eu encore la guerre jusqu'aux années 2000. Donc c'est un pays qui, j'ai dit une bêtise ? 79-90, oui. Oui, ça durait plus longtemps. Bon. Point historique flou, à vérifier. Je le savais, mais j'ai pas vérifié avant de... je comptais pas vous parler si précisément des dates. En fait, un pays qui a quand même vécu une expérience très forte, où il y a très peu de personnes âgées, du coup, une très forte jeune génération. Donc c'est aussi un pays qui est en grande expansion, mais qui a une histoire très lourde. Et qu'on ne peut pas, en visitant le pays, complètement effacer. Donc je tenais à vous en parler. Alors, comment je fais? Hop, là c'est une petite vidéo. Donc là, on est... au lac Tonlé Sap. Donc il y a un lac assez extraordinaire qui est en fait le plus grand lac d'Asie. Je ne sais pas non plus exactement sa superficie, et qui est un lac qui est très étrange puisqu'il se remplit et se vide au fur et à mesure des saisons. Il est relié au Mékong, donc c'est ce grand fleuve qui traverse toute l'Asie et une grande partie de la Chine. Et en fait, quand le Mékong, il y a une saison où en fait ce lac se remplit grâce au Mékong, et quand c'est la saison basse, en fait le lac se vide dans le Mékong. Et donc c'est un lac qui multiplie par 4 sa superficie, et c'est un lac sur lequel il y a des villages flottants. Et donc ces villages flottants sont en été à un certain endroit du lac. Et en hiver, ils vont dans la petite partie du lac, puisque le lac se restreint. Et donc ces villages flottants se déplacent au fur et à mesure des saisons. Et donc là, on est sur un petit bateau en train de visiter. Donc ce qu'on voit, c'est le haut des arbres. Parce que là, on est dans la partie qui, en hiver, est vide, où il n'y a plus de lac. Donc, beaucoup d'oiseaux. Alors, les oiseaux les plus colorés, je n'ai pas réussi à les prendre en photo, ceux-là, ils étaient tranquilles. Les pêcheurs, évidemment. Donc, c'est une grande partie de leurs ressources et la pêche au Cambodge. Et voilà une partie dans des villages flottants. Donc, il y a un village qui se déplace selon les saisons. Alors, sachez qu'à un moment, il y a une île avec un temple. Ils vivent toute l'année. Et donc, par contre, les maisons bougent d'un endroit à l'autre du lac en fonction des saisons. Ah non, elles sont indépendantes. Et en fait, tu fais déplacer ta maison qui est flottante avec un bateau à l'avant qui la transporte. Ce qui est assez drôle, c'est que même s'ils sont dans un lieu en haut des arbres, et donc ils sont dans un lieu qui a un sol et qui est occupé en hiver, le sol, les gens se déplacent sur le sol, eux, ils retrouvent exactement la même place à chaque fois qu'ils redéplacent le village dans cet espace qui est en haut des arbres, ce qui est assez surprenant.
Donc voilà quelques images aussi des maisons. Donc on vit beaucoup dehors, il y a beaucoup de terrasses, il y a des jardins flottants. Beaucoup de couleurs, beaucoup de motifs. Donc c'est un peu une balade touristique que je vous fais quand même. Mais c'était un peu pour vous montrer tous les points un peu forts qui ont influencé le travail des designers. Donc là on est à Ancor, qui est donc ce grand territoire en fait de 400 km², qui est dans le nord du Cambodge, qui est une ville, 400 km², qui existe depuis le 9e siècle. Ce qui reste aujourd'hui, c'est plutôt les anciens temples, donc qui étaient dédiés soit à des tombeaux, soit des lieux dédiés à la religion. Et autour, il y avait les villages qui, eux, ont plutôt disparu. Et donc qui ont été... alors les Français disent qu'ils les ont découverts à la fin du 19e siècle, mais en fait ces temples ils ont toujours été utilisés. Par contre ils ont été petit à petit envahis par la nature, et c'est ce qui en fait c'est un des points qui est une beauté de ces temples, c'est la façon dont ils sont envahis par la nature. Donc ça c'est le plus grand des temples, qui est celui qui a été le premier nettoyé, découvert, et qui est vraiment un lieu touristique important. Et on voit la jungle tout autour. Donc un autre temple. Donc moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans ces temples, c'est comment l'usure en fait a travaillé les matériaux, et comment on a des parties de sculpture qui sont encore de très bonne qualité, c'est pas le mot, et qui sont encore très visibles, très lisibles, et d'autres qui sont complètement usées par le temps. Et comment ces deux choses cohabitent. Là, on voit bien cette image de bâtiment construit et déconstruit en même temps. Donc là, on est un peu dans l'image d'Épinal du Cambodge. Ça, c'est le temple, l'entrée du temple du Bayon, qui a servi à filmer Tomb Raider. Et donc voilà les arbres qui, en fait, c'est des arbres dont les graines ont été amenées par des oiseaux et sont devenus aujourd'hui des immenses arbres qui d'une part, détruisent les temples, mais en fait, font aussi... enfin, moi, j'ai trouvé ça assez magnifique, de voir comment les deux s'entremêlaient, l'arbre et les ruines. Donc en même temps, on a... donc en même temps, ces temples sont encore des lieux de culte, et c'est assez beau de voir comment ils trouvent des petits interstices, comment dire, comment il y a certains espaces qui sont encore très vivants par cette pratique religieuse. Des tout petits interstices, comme là, effectivement, juste une toute petite porte. La fleur, elle est grande comme ça, donc je pense que ça fait moins d'1 mètre l'entrée, mais ça n'empêche que c'est un lieu sur lequel il y a une pratique religieuse. Et donc c'est assez beau et assez émouvant de voir ces lieux occupés et habités encore, alors que ce sont des temples qui existent depuis le 9e siècle, et que c'est des temples qui ont été envahis par la nature, qui ont été oubliés à certaines époques historiques, mais qui sont encore habités et appréciés comme lieu de culte. Mais en même temps, cette pratique des petits hôtels comme on en voit là, ça c'est un hôtel de rue, il y en a partout au Cambodge, et il y a une pratique, en fait ce sont des dons pour les esprits, pour les animaux, que chaque famille a un hôtel des esprits à l'entrée de chez soi. Donc il y a vraiment une pratique religieuse animiste très présente. Et donc par exemple le lundi, on va mettre ses fruits à disposition des esprits et de la nature, mais le mardi, en fait, l'homme peut manger ce qui reste. Et donc il y a un partage comme ça entre humains, animaux, esprits, qui est très beau et qui est vraiment, moi, qui m'a beaucoup animée.
Donc dans ces temples, je disais, il y a beaucoup d'éléments, les temples sont tous différents, mais en même temps, beaucoup d'éléments communs. Donc on voit là ces espèces de fenêtres qui sont avec des éléments qui se superposent et qui se multiplient, qu'on retrouve dans beaucoup de temples, et qui m'ont aussi assez inspirée. Et on a aussi ces gardiens de porte, qui sont souvent des apsaras, qui sont des nymphes danseuses, qu'on retrouve dans énormément de temples. Et qui ont souvent des coiffures avec des espèces de nœuds qui m'ont beaucoup plu et que j'ai repris comme un motif dans plusieurs de mes pièces, qu'on va voir après. Et donc ces nœuds, on les retrouve aussi dans la sculpture classique. Donc il faut dire que dans ces temples, en fait, de par les différentes guerres et différentes révolutions intérieures, il n'y a quasiment plus aucune sculpture dans les temples. Elles ont été emportées par différentes personnes. Il y a des Français qui sont partis avec pas mal de sculptures à l'époque, mais il y a aussi des Cambodgiens qui les ont enlevées et d'autres personnes. Il y avait souvent des trésors à la tête et au pied des statues, donc au-dessus dans le plafond et sous la statue, ce qui fait qu'aussi il y a eu une grande tendance à détruire ces temples parce qu'on venait chercher la statue et son trésor. Donc il reste au musée national de Phnom Penh quand même beaucoup de sculptures, et si vous allez au musée Guimet, il y a la grande partie de la collection du musée Guimet au rez-de-chaussée est cambodgienne. Et quand tu discutes avec les guides pour savoir s'ils n'aimeraient pas que ces sculptures reviennent, les guides qui sont quand même pour essayer de conserver ces bâtiments et leurs traditions disent non, gardez-les, les Français, pour l'instant, la stabilisation politique n'est pas assez importante pour que ces sculptures reviennent tout de suite. Donc là, on voit donc cette jupe plissée en pierre avec ce nœud aussi de ceinture. Et donc toutes les sculptures ont des jupes plissées de différents types de plissage qui m'ont aussi bien intéressée. Et c'est le même plissé qu'on retrouve finalement dans les grandes feuilles de bananier ou d'autres palmiers. Et donc là, d'autres éléments qui m'ont beaucoup intéressé, qui m'intéressent beaucoup actuellement, c'est tous ces petits éléments de préhension qu'on retrouve dans la céramique classique cambodgienne et qui sont pour moi quand on voit ces éléments, on sait que c'est là qu'il faut toucher l'objet et que si on touche l'objet à cet endroit-là, on va comprendre comment s'en servir. Donc là, c'est une photo de boîtes qui sont dans la région de Angkor, où il y avait une grande production céramique, et qui ont elles aussi des petites rainures, striures, qui appellent la main et qui indiquent comment ouvrir cette boîte. Donc moi, ça m'intéressait beaucoup. Et ces boîtes ont un mode de production particulier parce qu'elles étaient cuites les unes dans les autres pour faire une économie de place dans le four. Et donc ça a aussi inspiré une des pièces que je vais faire. Donc là, on rentre dans le cœur du sujet, on est à l'atelier. Donc c'est Ak qui est le tourneur. Donc traditionnellement, c'est plutôt les femmes qui font la céramique au Cambodge. Et là, en fait, Ak a repris la tradition familiale de ses mères, de sa mère et sa grand-mère, et a monté, donc normalement, a monté cet atelier à Siem Reap, qui n'est pas le lieu d'origine de la famille, et a invité ses belles-sœurs, ses frères. Et donc c'est vraiment une affaire familiale, les cousins. Vous avez vu la photo tout à l'heure où on était tous ensemble. Ils sont une bonne quinzaine, on va dire. Et dans l'atelier, en fait, les enfants qui ont moins de 7 ans ne vont pas à l'école, donc ils sont dans l'atelier avec nous. Et donc ça fait une ambiance très riche et très souriante. Et tout le monde, les enfants jouent au milieu des céramistes. Alors normalement... Donc là, pour vous montrer le tour, donc c'est un tour à pied, c'est-à-dire que c'est le pied qui lance le mouvement, il n'y a pas de moteur. Et vous voyez la tête du tourneur qui prend le rythme de la roue et qui est vraiment dans le mouvement naturel qu'il induit avec son pied.
C'est pas évident de tourner, c'est pas évident de tourner avec le pied. Sras, qui est sculpteur, et qui sont les deux principaux céramistes qui ont travaillé avec nous. Donc Mathilde et Alicia qui sont en train de discuter de leurs pièces. Donc l'idée d'être en collectif, c'est vraiment de parler ensemble des projets et avancer ensemble dans sa partie du projet. C'était vraiment riche, ces échanges. Et puis il y a C'était très intense, puisque en fait sur 6 semaines, on avait 10 jours un peu d'exploration, ensuite on avait 1 mois d'atelier, mais pour vous tous qui avez fait de la céramique, 1 mois d'atelier c'est court. Avec les 2 cuissons finales, ça veut dire qu'en fait il y a 10 jours de travail et de création d'objets. Et en 10 jours, j'ai fait une dizaine de projets, ce qui n'est pas mon rythme habituel. Je suis beaucoup plus lente d'habitude, donc c'était très intense pour moi. Et donc d'avoir ce moment d'intense création, c'est vraiment une chance d'être avec des artisans qui sont disponibles pour vous pour tourner des pièces en direct. Et dans ce projet, il y a vraiment l'idée d'une conversation directe avec l'artisan, d'une conversation directe aussi avec la culture, et d'une sorte d'improvisation, et dans l'idée que l'improvisation peut produire des choses très riches et intéressantes, mais toujours avec l'idée qu'il y a eu une préparation avant et que toute expérience se retrouve dans l'improvisation comme au jazz. Quelqu'un qui fait de l'improvisation au jazz aura beaucoup travaillé son instrument et l'idée d'improvisation avant de produire, de la même manière. On voit d'autres pièces en cours de tournage. Donc les cuissons, première cuisson au bois, deuxième en électrique. Première cuisson, moi j'ai jamais vu des fours montés comme ça, toutes les pièces étaient les unes sur les autres. La première fois, je me suis dit, il n'y a rien qui va sortir, c'était dur. C'est vraiment, il n'y a pas un espace perdu. Cette pièce est un mortier pour du poivre. Donc, au Cambodge, une des productions importantes, c'est le poivre de Kampot. Et donc, c'est un mortier pour le poivre. Donc, le pilon est dans le mortier. Donc, le pilon, c'est ce qu'on voit dans la boîte. Et ensuite, il y a un couvercle qui vient fermer le tout. Donc, et l'idée, c'est de cuire le pilon dans le mortier, de la même manière qu'on cuisait les boîtes dans les boîtes. Dans un mortier, avoir une surface rugueuse non émaillée, c'est intéressant. Donc je trouvais assez bien de reprendre cette idée. Voilà d'autres pièces en construction. Voilà les pièces, certaines des pièces d'Alicia Patanowska, donc qui est ma collègue polonaise qui était avec moi, qui est une designer artiste qui a une trentaine d'années. Et qui a vraiment travaillé sur les questions de l'eau dans le pays. Donc on a vu que ce lac, avec son eau qui monte, qui descend, est assez présente. C'est un pays qui va vivre de plein fouet les montées des eaux. Il y a vraiment un problème d'eau potable aussi. Enfin, toutes les questions de l'eau sont très présentes dans le pays. Et donc, vous avez à droite des éléments sur pilotis qui reprennent ces maisons qu'on a vues sur le lac et qui reprennent cette idée, qui sont des contenants qui reprennent cette idée-là. Vous avez tout en haut, en fait, des objets qui sont des contenants d'un côté, des contenants pour les humains, de l'autre, des contenants. Donc, il y a des tout petits creux quand les objets sont à l'envers qui peuvent retenir un tout petit peu d'eau de pluie pour permettre aux tout petits insectes de venir boire, puisque les tout petits insectes, s'ils vont dans des grandes quantités d'eau, ils se noient. Et vous avez du côté gauche un pot pour des plantations qui vient se remplir la partie basse d'eau pour irriguer la plante au fur et à mesure. Donc je ne vous montre pas tous les objets d'Alicia, mais tout était autour de ce thème-là. Ensuite, il y a cette petite vidéo de Camillo qui montre un peu son mode de travail. Donc on voit que là, Camillo, lui, il dessine pas forcément beaucoup, mais il aime beaucoup modeler. Donc son mode de communication... Alors, il faut savoir que les céramistes parlaient très peu anglais.
Donc c'était beaucoup de signes par le dessin. Il fallait trouver des modes de communication, chacun les nôtres. Et donc Camillo, il a beaucoup modelé les pièces en pâte à modeler et c'était sa façon de communiquer avec le sculpteur. Donc là, on va voir certaines des pièces qu'il a réalisées, qui sont à peu près tous des carafes. Enfin, il a dessiné d'autres types d'objets, mais il a dessiné beaucoup de carafes qui reprennent un peu des formes semi-animales. Et ce qui est assez... en même temps, ça fait beaucoup écho à sa culture de Colombien, puisqu'il y a beaucoup d'éléments sacrificiels qui reprennent des formes d'animales. Mais la même chose au Cambodge, en fait, il y a pas mal de formes animales dans les objets utilitaires. Et donc le travail de Mathilde, ce qui était assez amusant, si on peut dire, c'était d'être 4 designers travaillant ensemble, mais de 4 générations différentes, puisque Camillo a une 20aine d'années, Alicia une 30aine, moi une 40aine et Mathilde une 60aine. Donc on était dans 4 visions du design, 4 façons d'envisager le design différentes, ce qui est assez riche. Et elle a travaillé vraiment sur le motif de la feuille, donc on a vu qu'effectivement cet élément naturel est très présent et qui venait comme ça ponctuer son travail. Donc voilà une des pièces que j'ai fait pour le non-bad shock, qui est cette soupe de pâte de riz dans un curry vert avec ses légumes, ou le praok, qui est cette sauce de poisson fermentée avec des légumes à tremper. Donc c'est un objet qui permet le service de 2 éléments, mais qu'on va apporter sur la table d'une même manière. On voit le détail de préhension qui sont 3 petits points, comme on avait vu dans la jarre. Terre cuite, et vous allez voir au niveau des couleurs, moi j'ai fait le choix, alors là c'était très compliqué les couleurs dans l'atelier, ils avaient des couleurs traditionnelles mais assez peu, beaucoup de couleurs chimiques importées de Thaïlande qui étaient très industrielles et ça fonctionnait pas forcément avec le type de production. Moi, j'ai fait le choix. Et traditionnellement, qu'est-ce qui c'est en fait, traditionnellement, dans la culture et dans la céramique traditionnelle au Cambodge, en fait, c'est des couleurs à la cendre. Donc, c'est la cendre accumulée pendant la cuisson au bois qui venait se déposer sur les pièces et qui, de manière aléatoire, créait des émaux qui étaient souvent des couleurs assez foncées. Il y a très peu de couleurs dans la tradition de céramique. Et donc moi je suis partie sur des couleurs brun à vert et j'étais très dans le monochrome et avec des couleurs assez mouvantes, assez vivantes on va dire. Donc on voit là effectivement le mortier et le pilon, mais là fermé, avec ce creux pour inviter la main à prendre l'objet. Et vous voyez, à droite, c'est la boîte à poivre qui reprend un peu le même motif de boîte, mais là avec une cuillère pour venir se servir du poivre. Donc il y a un qui est l'ustensile et l'autre qui peut être le conteneur après avoir utilisé le mortier. Alors ça peut être pour le poivre, mais il y a plein d'autres épices. Oui, des questions? Oui, parce que c'est filmé, on t'entend. Oui, on se demandait déjà quelle terre tu avais utilisée et d'où elle venait. Enfin, si tu sais. J'essaie de me souvenir. Okay. Je crois que c'est une terre locale, mais on n'avait pas forcément le choix. C'était la terre de l'atelier. Okay. Et donc, voilà. Et tu sais pas vraiment si c'était plutôt du grès ou... Oui, c'était du grès. Oui, ouais. Oui. Et pardon. Est-ce qu'elle était chamotée ou... Non. Non, okay. Pas celle-là, ouais. Merci. Donc toute une série de cuillères. Donc là, on voit la première dans la boîte à poivre. Toute une série de cuillères, et donc toujours dans l'idée d'avoir un objet qui attire la main. Et donc cette série de cuillères, j'ai fait aussi un cuiseur à riz. Donc elle peut être utilisée dans différents types d'objets. Une carafe et son gobelet. Qui reprennent le motif des feuilles et des plis des robes, mais qui a aussi certains éléments, certains des motifs qui viennent en relief et qui permettent d'accrocher la main pour servir.
Et là, c'est une carafe. Donc là, c'est une forme traditionnelle de l'Est de la France que j'ai repris avec un mode de fabrication assez simple mais très traditionnel français que j'ai fait reproduire donc à un artisan cambodgien. Donc on voit le bec verseur là-haut que je trouve assez beau, qui est vraiment un plissé coupé dans la forme, qui est une forme cylindrique à la base, sur lesquelles le sculpteur est venu sculpter une espèce de serpent. On ne sait pas vraiment ce que c'est, mais on pourrait imaginer que c'est un serpent qui a un motif vraiment traditionnel qu'on retrouve dans tous les ponts sont sculptés d'un serpent, parce que le serpent, c'est le passage d'un endroit à un autre, d'une vie à l'autre. Et donc, je trouvais assez beau de le faire. En fait, c'est comme, là, on ne voit pas parce qu'on n'est pas devant l'objet en réel, mais c'est comme une boucle sans fin. Le serpent rentre à l'intérieur de la carafe et ressort. Donc le cuiseur Harry, qu'on ne voit pas très très bien sur cette photo, mais qui est habillé de ces 2 nœuds, les nœuds qu'on retrouve dans les coiffures des apsaras, qui sont les nymphes qu'on retrouve à l'entrée des temples. Et un vase pour les fleurs du Nambachok, donc le plat de curry vert, avec ces nœuds des apsaras. Et voilà, là on est à la fin. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. Le thème, c'était Ceramic and Food. Ouais. Donc on a eu beaucoup de visites et de rencontres avec des chefs contemporains. Mais pour moi, il y avait beaucoup d'inspiration de la cuisine française, et presque trop des fois. Ce qui faisait, c'était pas forcément ce qui m'intéressait le plus. Donc moi, mes bases de réflexion étaient plutôt à partir de la cuisine traditionnelle, où pour moi, il y avait des choses intéressantes à réfléchir sur le service pour essayer de faire évoluer ces gestuels de service. Et il est là le micro, non? Oui, ah non, il est remonté. Merci. Je me demandais du coup, parce que je pense pas être sûre d'avoir compris, mais est-ce que du coup, toi et les personnes qui étaient avec toi, qui font partie de cette même association, vous êtes allés là-bas et en fait, quand vous travaillez avec les céramistes, vous donniez des dessins par exemple, et en fait c'est eux qui réalisaient les pièces, ou est-ce que vous collaborez ensemble pour leur penser les pièces, et est-ce que vous avez réalisé des pièces vous aussi? Alors l'idée c'est d'échanger, donc c'est pas de dessiner, c'est-à-dire qu'il y a certaines parties qui ont été improvisées sur les pièces par les artisans à partir de nos dessins et vice-versa. Après, c'est selon les pays, c'est plus ou moins facile. Et là, c'est vrai que la barrière de la langue faisait que les allers-retours n'étaient pas ils auraient pu être encore plus importants. Mais l'idée, effectivement, c'est d'être dans un échange et que, en fait, les objets sont signés des 2 noms, l'artisan et le designer. Okay. Voilà. Et moi, je me demandais, du coup, cette association-là, elle met en place des possibilités d'échange, donc d'avoir une structure où vous serez accueillis et pourront vous accueillir aussi. Mais du coup, quelle est leur position à eux, ces artisans-là au Cambodge, par rapport à l'association, c'est une association International Design Expeditions. Une organisation à but non lucratif. Oui, ça veut dire quoi, but non lucratif? C'est pas d'argent en jeu. D'accord. Ils gagnent pas d'argent. Ok. Okay. Pardon, du coup, excuse-moi. Je voudrais savoir, du coup, quel est leur... comment ils sont mis en contact, comment ils sont choisis. Le Cambodge? Cet endroit-là aussi au Cambodge, ces artisans-là. En fait, une des personnes qui fait partie de l'organisation vit au Cambodge, et donc du coup, elle connaissait bien le pays, et c'était la possibilité d'inscrire dans ce pays-là. Mais en fait, les prochaines expéditions, c'est Suède et Japon, donc en fait, il n'y a pas tous les pays sont intéressants pour faire cette expérience. Et sinon, en fait, il n'y a pas les designers ne font pas partie de l'association, à part Mathilde Bretillo, qui est un des fondateurs, et donc sont choisis à chaque expédition, sont choisis. Des nouveaux à chaque fois. Exactement. Tu disais, Françoise? Non, ils sont choisis, des nouveaux à chaque fois. Et donc la structure d'accueil, disons, avec les gens avec qui vous avez travaillé, ils peuvent tendre à toujours changer, en fait, non? La structure d'accueil, tu veux dire les artisans? C'est-à-dire,
C'est-à-dire s'il devait y avoir de nouveaux designers qui devaient aller au Cambodge, ça serait peut-être pas les mêmes artisans ou ça serait les mêmes artisans? Je suis pas sûre que International Design Expedition fera plusieurs fois le même pays. Ok. J'ai répondu? Oui. Encore question. Je me demandais, le choix des designers invités, il se fait en fonction du pays ou pas du tout? Et si c'est pas fait en fonction du pays, est-ce que vous pouvez impulser un pays? Je sais pas si c'est... Oui. Moi, en l'occurrence, j'ai été approchée pour la Chine. Et le Covid est arrivé, donc ça ne s'est jamais fait. Moi, j'ai jamais été, même si du coup en 2009 on m'a proposé la Chine, j'ai jamais participé à l'organisation. Donc non, je n'ai pas pu influer le pays. Est-ce qu'ils choisissent les designers en fonction? J'en ai aucune idée. Mais je me suis encore retrouvée en Asie quand même. Donc je pense que il n'y a pas de hasard. Tu as mis une photo de fleurs au début en disant qu'on mangeait des fleurs. Ouais. C'était quoi ces fleurs? Des fleurs de lotus, je crois. De lotus, avec voilà, des très longues tiges. Très longues tiges. C'était des lotus. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Anne? Et voilà. Merci. Merci beaucoup.